Voilà, ici on demande de remplir différents types de réservoirs en fonction du temps. Voilà, j'ai un réservoir 1, hein, qui va être comme ça. Je vais mettre un second réservoir qui va être comme ça. Bien sûr, qu'est-ce qui va remplir ça? Bien sûr, qu'est-ce qui va remplir ça? Ce sont des vannes. Vous comprendrez que c'est des vannes, hein. Bon, il y a des vannes, on va ouvrir une vanne, voilà, ici. Je vais ouvrir une vanne ici, voilà. Voilà, si le pot il est comme ceci, voilà, et je peux avoir un pot comme ceci, voilà. Enfin, j'ai quatre types de réservoirs. Voilà, j'ai un réservoir 1 que j'appelle R1, un réservoir 2 que j'appelle R2, un réservoir 3 que j'appelle R3 et un quatrième réservoir que j'appelle R4. Et bien sûr, voilà, c'est toujours la même vanne, hein. J'ai la vanne V1 qui est toujours la vanne V1. C'est toujours la même vanne. Bon, elle va débiter un certain débit qui est toujours le même. Voilà, quel que soit, je veux dire, le type de réservoir, c'est les mêmes vannes. En gros, je peux mettre 4 vannes, mais avec les mêmes caractéristiques, avec ouverture, toutes les 4 au même endroit. Voilà. Et donc, ils vont s'écouler, je veux dire, si je mets un liquide, dire, avec un, on va dire, ils sont tous les 4 réglés de la manière, je veux mettre une vanne, une électrovanne électrique, voilà, une électrovanne, je vais mettre une électrovanne télécommandée, voilà, qui va ouvrir la vanne jusqu'à un certain angle d'ouverture, qui va faire en sorte que les débits sont les mêmes pour les 4 vannes. Donc, il n'y a pas de souci d'irrégularité entre, je veux dire, l'écoulement, les écoulements sont tous les 4 les mêmes, identiques. Donc on ne peut pas dire qu'il y en a un qui va couler plus vite que l'autre. Voilà. Ici, et l'astuce, ici, c'est de voir quelle est la courbe représentative, bien sûr, de la hauteur. Ben, il y a un volume qui va être rempli. Oui, mais là, le volume va dépendre de la hauteur et de la base. Voilà. Ici, j'ai une base constante. Ici, la base, elle devient de plus en plus grande. Là, la base, elle est grande, elle devient de plus en plus petite. Là, la base est grande, elle devient de plus en plus petite pour redevenir grande. Voilà. Et donc, la base est changeante, pas toujours, sauf pour le réservoir R1, la base est toujours la même, mais la base change en général. Elle change, elle varie. Ici, on a 3 bases variables. Donc, on ne va pas étudier en fonction des bases, mais en fonction de la hauteur de remplissage. Comment va évoluer la hauteur de remplissage? Bien sûr, qui est fonction du temps. Voilà. Et donc, ça, c'est une grandeur, on va dire, analogique, parce qu'on a bien une grandeur continue en fonction du temps. Donc, on a une grandeur du monde réel, qui est la hauteur d'un réservoir en fonction du temps. Voilà, une grandeur analogique, dépendante du temps. Voilà, ben on va tracer ces courbes caractéristiques. Ici, bon, en fonction du temps, hein, c'est en fonction du temps, hein, c'est toutes les hauteurs en fonction du temps. Eh bien, si je prends le réservoir R1, je vais faire le réservoir R1. La courbe caractéristique, je vais mettre 4 graphiques en fonction du temps. Voilà, là, j'aurai H de la hauteur en fonction du temps. Voilà, pour R1. Voilà H de T pour R2 en fonction du temps. Voilà. Là, c'est pour le réservoir R1, le réservoir R2. Et ici, je vais mettre toujours H de T en fonction du temps pour le réservoir R3. Et là, la courbe caractéristique par rapport au temps, par rapport à la fonction hauteur h de temps, h de t. Bon, voilà, et ça c'est R3 bien sûr. Là vous comprendrez que c'est pour le réservoir R4. Bon, le réservoir le plus facile, c'est celui-là. C'est justement le réservoir R1. Pourquoi? Parce que si au bout d'un certain temps on arrive là, hein, jusqu'à une hauteur donnée, mais si le double du temps va me donner le double de la hauteur. Voilà. Si je triple le temps, j'aurai le triple de la hauteur. Si je quadruple le temps, j'aurai le quadruple de la hauteur.
Voilà. Donc, si pour un temps donné, j'ai une certaine hauteur, mais 4 fois ce temps-là va me donner 4 fois la hauteur. Donc, on voit bien qu'ici, on a affaire à un remplissage qui est proportionnel au temps. Voilà. Donc, le plus facile, c'est celui-là. On a un remplissage qui est proportionnel au temps. Donc, alors, comment peut-on étudier les remplissages du temps en fonction de la hauteur en fonction du temps? C'est d'étudier, je veux dire, sa variation, son taux de variation. On voit ici que on a un taux de variation qui est constant. Voilà. Ici, on a ce qu'on appelle un delta T. Voilà. Et là, j'ai un delta H. Voilà. Voilà. Là, j'ai delta T et delta H. Bon, qu'est-ce que c'est que ce delta T? Mais si j'ai un T1 ici, un T2 là, ici c'est le temps T1. Hein, si je dis que T2 est plus grand que T1, ben, quel que soit T1, T2, hein, bien sûr, appartenant à l'échelle des temps, c'est-à-dire de 0 jusqu'à un certain, voilà, voilà, T1, T2 appartient à 0 jusqu'à un temps T déterminé. Voilà, un temps T, bien sûr qu'il va s'arrêter à un moment donné, parce que on va pas avoir un remplissage infini. Voilà, donc, voilà. Donc quand on a T1, T2, avec, si je prends T2 plus grand que T1, eh ben, on aura H de T2 qui est plus grand que H de T1. H de T2, la hauteur en T2, H de T2, est plus grand que H de T1. Donc, si je prends T2 plus grand que T1, mais le H de T2 est plus grand que H de T1. Voilà. Et T2 moins T1, c'est égal à delta H. Delta T, pardon. Delta T positif, ben on aura H de T2 moins H de T1. Oui, ici j'écris mal. On ne le verra pas, donc je vais réécrire ça. Bon, quel que soit, je ne sais pas si on voit, ouais, quel que soit T1, T2 appartenant donc à un intervalle 0T, hein, sur un intervalle donné, eh bien, si je prends T2 plus grand que T1, avec T2 plus grand que T1, eh bien, on aura quoi? H de T2 plus grand que H de T1. En d'autres termes, T2 moins T1, si on a une croissance, T2 moins T1, c'est delta T, T2 moins T1, c'est l'écart ici, voilà, c'est l'écart ici, T2 moins T1 est égal à delta T est ici positif, parce que T2 moins T1 est positif, donc T2 moins T1 est positif, donc ce qui est égal à delta T est positif. Par contre, si je fais H de T2 moins H de T1, c'est positif aussi. Je fais passer le H de T1 de l'autre côté, il devient positif. Et ça, c'est ce qu'on appelle delta H. Et delta H, c'est positif. Voilà. Donc, quand on a un accroissement, mais quand delta T devient positif, mais delta H est positif. Mais attention qu'on peut dire l'inverse aussi. Si je vais dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'autre sens, ça, j'ai pris, voilà, ils doivent avoir une variation dans les mêmes sens. Voilà. Si lui, il augmente en temps, si le temps augmente, mais pour avoir une croissance, il faut que delta H augmente aussi. Voilà. Maintenant, je peux écrire ça autrement. Si je, à la place de prendre T2 plus grand que T1, je peux dire T1 plus petit que T2, ça revient à la même chose. Hein. Voilà. Voilà. Et comment, si j'écris ça comme ça, à ce moment-là, j'ai T1 moins T2. Voilà. Et T1 moins T2, c'est delta T, mais à ce moment-là, delta T est négatif. Hein. Voilà. Et à ce moment-là, il faut écrire H de, comment est H de T1 par rapport à H de T2?
mais il est plus petit. Ce qui veut dire que h de T1 moins h de T2 sera négatif. Ça veut dire qu'on aura un delta H négatif. Ce qui veut dire que si je vais dans l'autre sens, hein, je vais de T2 vers T1. Si je décroît le temps, ben, si on décroît le temps, ici, si je prends ici, je décroît le temps, je passe d'un T2 ici à un T1, un T1 étant plus petit que T2, voilà, T1, T2, je décroît le temps. Si je décroît le temps, pour que ça soit croissant, il faut que le delta H décroisse. Voilà, donc si je décroît le temps, voilà, je décroît le temps, mais le delta H doit décroître. Voilà. Et donc là, c'est toujours croissant. Voilà. On peut dire ça aussi. Mais une décroissance du temps, c'est d'aller dans le sens inverse du temps, ça m'étonnerait. Hein. Donc, il faut plutôt le voir dans le sens T2 moins. Quand delta T est positif, c'est-à-dire on passe de T1 à T2, eh bien le delta H est positif. Parce qu'on ne sait pas décroître le temps. Hein. Voilà. Mais en mathématiques, si j'avais pris une fonction quelconque, f, ben, f, je peux passer du f négatif, delta x négatif, va engendrer delta f négatif. Donc, les variations doivent se faire dans le même sens. Si delta x croît, est positif, ben, pour que la fonction croisse, il faut que le delta f soit positif. Ou le delta y, si vous voulez. Delta y doit être positif. Mais si delta x est négatif, si vous décroissez en x, ben ça doit décroître en y. Et là, ça veut dire que la fonction croît. Voilà. On peut voir la chose comme ça. Bon, maintenant, n'allez pas faire des mélanges. Hein, parce que si j'ai pris T2 plus grand que T1, ben, je dois avoir H de T2 moins H de T1. C'est-à-dire que si je mets T2 ici, je mets T2 là. Hein, pour avoir que ce soit positif, ce soit ça. Si je mets T1 ici, il faut mettre H de T1 ici. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous faites H de T1 moins H de T2, fatalement, ça va être négatif. Hein. Bon, là, vous ne respectez plus dire les ordres des variables. Hein. Hein, vous discutez, vous inversez l'ordre des x et des y, donc fatalement, s'il y en a un si le delta t est positif, vous allez retrouver, si vous inversez l'ordre des variables ici, fatalement, vous allez avoir une inversion négative. Or, quand delta x est positif, le delta y, pour avoir une croissance, doit être positif. Voilà. Donc, il faut parler en termes de variables, respecter les inégalités en prenant, si vous prenez T2 ici, ben à gauche, on aura T2. Et si vous prenez T1 à droite, ben vous aurez T1 à droite de l'inégalité. Comme ceci. Si vous avez T2, il faut mettre H de T2 à gauche. Et si vous avez T1 à droite, ben, il faudra mettre H de T1. Et non pas ceci, parce que vous allez avoir quelque chose qui ne ressemble pas à la théorie de la croissance qui dit que quand delta x est positif, delta y doit être positif. Ou quand vous prenez en décroissance des x, chose que je ne sais pas faire ici parce que j'ai un temps, je ne sais pas décroître le temps. Si je décroît en delta x, ben, le delta y va décroître. Et virtuellement, c'est vrai, si je pouvais décroître le temps, ben le delta H diminuerait. Mais ici, comme le temps ne sait pas le décroître, fatalement, je ne peux avoir que le cas de figure de la croissance du temps, donc fatalement de la croissance de la hauteur. Voilà, donc ici, et avoir un taux de variation constant, mais on a affaire à un remplissage constant. Voilà. Donc on va les étudier par les taux de variation. Et ça, c'est pour le réservoir, si vous voulez, c'est le réservoir R1, pas R3. Voilà, c'est pour le réservoir R1. Voilà. Alors maintenant, je vais faire le second réservoir. Voilà. Ici, vous comprendrez que la base est plus petite. À débit constant, si j'ai une petite base et qu'elle commence à s'agrandir, c'est-à-dire qu'il va vite se remplir en volume.
Enfin, il va se remplir avec un volume constant, je m'excuse, un volume constant, de débit constant du robinet. Bien, pour une petite base, ben, le volume va dépendre de la hauteur. Et la hauteur va, euh, ici, elle va grandir, on va dire, vite pour s'agrandir de moins en moins, parce que la base devient de plus en plus grande. Voilà, donc, on a un taux de croissance qui est grand au départ, et puis qui diminue. Voilà. Comment expliquer ça pour le réservoir R2? Voilà, j'ai un grand taux de croissance au départ, puis le taux de croissance, le delta X, delta T, voilà, il est moins grand que celui-ci ici, puis il est encore moins grand ici, puis il est encore moins grand, toujours pour une même mesure delta T, voilà, il est encore moins grand, j'ai toujours delta T ici, hein. Delta T est un écart, je veux dire, constant. À écart constant ici, si vous voulez, bon, je l'ai pas bien fait, si c'est grand comme ça, ça doit être grand, même mesure là, voilà. Donc la taille ici est plus grande, moins grande, encore moins grande, puis j'en reprends un comme ceci, même taille qu'ici, delta T, moins grand, voilà. Et donc vous comprendrez que le volume va se remplir comme ceci. Voilà. On a la hauteur qui va se remplir de cette manière-là. Au départ, on a un grand taux de variation parce que la base est petite, donc la hauteur va monter plus vite. Voilà. Voilà. Et au fur et à mesure que on monte, la base augmente, la base de remplissage augmente, et donc la hauteur va monter de moins en moins vite. Voilà. Bon, celui-ci, celui-ci, là, on a un taux de variation qui est grand, et là, après, il devient petit. Voilà. Parce que la base, on a une grande base, elle se réduit. Donc là, on aura difficile à faire monter la hauteur, puis au fur et à mesure que ça, la base devient petite, bon, on a plus facile à monter la hauteur. À débit, voilà, débit constant. Donc, ce qui veut dire que pour le réservoir R3, là, pour le réservoir R3, si vous voulez, là, j'ai un petit taux de variation. Hein, voilà, pour toujours le même delta. Hein. Là, il devient de plus en plus grand. Voilà, ceci. Voilà. Voilà, comme ceci. Et ça, c'est le delta T, si vous voulez. Delta T qui est constant. J'ai pris un delta T constant. Et là, si vous voulez, on va voir ceci. Donc, il va monter ici, ensuite là, ensuite là, ensuite là, voilà. Et la courbe va faire ça. Une courbe comme ça. Voilà. Elle va s'arrêter, bien sûr, quand il sera complètement rempli. Bon, maintenant, ça, c'est pour le réservoir, non pas R1, bien sûr, mais le réservoir R3. C'est pour le réservoir R3. Voilà. Bon, le R4, mais il est composé de R3. Hein, c'est d'abord du R3 qu'on va voir, et puis on va voir du R2. Donc il suffit de prendre la courbe R3 et R2. Bon, la courbe R3, je viens de la faire. Donc on va avoir un remplissage comme ceci, jusqu'à un certain niveau. Et puis je vais avoir le réservoir R2 et le réservoir, ça c'est le réservoir R4 bien sûr. Et ça j'aurai un effet de réservoir, une courbe à allure R3, de type R3. Et là, après, j'ai une courbe à allure de type R2. Voilà, donc on aura ceci de type. Ça, il est de type R2. Réservoir de type R3 et réservoir de type R2. Qu'est-ce qu'on retrouve là? Voilà. Ici, on a une concavité tournée vers le haut. Voilà, cette concavité est tournée vers le haut. Là, ici, on a une concavité tournée vers le bas. Voilà. Et ici, on a une concavité tournée
vers le haut et vers le bas. Ce qui veut dire qu'ici, on a un changement de concavité. Voilà. Changement de concavité, ça induit ce qu'on appelle un point d'inflexion. Voilà. Le point d'inflexion, c'est tout simplement un changement de concavité. Hein, on passe de soit de haut, une concavité, bien sûr, concavité tournée vers le bas, vous retenez que x carré, la concavité est tournée vers le haut. Voilà, et que voilà, donc ça c'est une concavité tournée vers le haut. Et une concavité tournée vers le bas, c'est moins x carré. Là, moins x carré donne une concavité tournée vers le bas. Voilà. Donc ici, on a une concavité, une branche de la concavité de x carré qui ressemble, voilà, qui est la même que celle de x carré qui est comme ceci. Donc ceci, c'est une concavité tournée vers le haut. Une demi-concavité, hein, c'est une demi-concavité, c'est pas une concavité pleine, mais c'est une demi-concavité. Là, on a une demi-concavité, voilà, qui serait celle-ci, par exemple, tournée vers le bas. Donc, quand on a un changement de concavité haut, bas, haut, eh bien, c'est ce qu'on a. On a à faire un point, je veux dire, qui va réunir les deux concavités pour avoir ce qu'on appelle un changement de concavité, qui est ce qu'on appelle un point d'inflexion. Point d'inflexion. Voilà, et ça c'est le remplissage, si vous voulez, de 4 réservoirs de différents volumes à débit constant. Hein, j'ai 4 réservoirs, R1, R2, R3, R4. R4 provient de R3, provient d'un réservoir R3 qui est comme ceci, et un réservoir R2 qui est comme ceci. Donc c'est la combinaison de ces deux réservoirs-ci. Par contre, celui-ci, c'est le réservoir le plus connu, hein, je veux dire, qui donne, je veux dire, un remplissage constant, avec un taux de variation constant. Voilà, là, on a un taux de variation qui va augmenter, là, un taux de variation qui va diminuer, là, taux de variation, je m'excuse, qui va, ouais, augmenter, on a un fort taux vers un bateau, ouais, R2, ouais, on a un fort taux vers un bateau de variation. R3, c'est le contraire, on a un bateau vers un fort taux de variation, alors que là, on a un fort d'un bateau R3, ouais. R3, on a un bateau vers un haut taux, et là on a d'un bateau vers un haut taux, et puis d'un haut taux vers un bateau. Voilà. Donc on étudie ça avec les taux de variation, si vous voulez. Voilà. Et donc ici, c'est 4 électrovannes prises. Ce sont des électrovannes électriques qui vont remplir, je veux dire, à débit constant. Donc on ne peut pas dire qu'il y en a un qui va se remplir plus vite que l'autre, au niveau du volume, parce que le débit est le même. Voilà. Ils vont remplir à un temps T, ils auront tout rempli, tous les 4 le même volume, mais comme les bases ne sont pas les mêmes, au niveau du volume du contenant, ouais, le volume il est le même au niveau liquide. Au niveau liquide, le volume il est le même. Au niveau du contenant, le volume ne sont pas les mêmes parce qu'on a une grande base ici, une grande base là, une petite base là, et une base constante ici. Donc fatalement, au niveau des volumes des contenants, vous comprendrez que le volume du contenu dans le contenant va dépendre, bien sûr, vous comprendrez, de la base, et que cette base va faire en sorte que c'est ça qui va faire en sorte qu'il y aura une certaine durée de remplissage pour avoir une certaine hauteur. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, je vous remercie beaucoup.